passe en français. Donc, j'ai noté de Fernand qu'on a 45 minutes, c'est ça? Plus ou moins. Donc, on va essayer de rester dans ces temps-là parce que je déteste vous priver de repas, donc on essaiera de terminer à temps. Donc, Matt nous a parlé du tsunami digital. Et nous, on va revenir à un terme qui est peut-être déjà plus connu, qui est le tsunami réglementaire, avec toutes les réglementations qui nous attendent, qui sont devant la porte la plupart. Je pense qu'il y a un aspect positif à tout ce tsunami réglementaire, c'est, je crois que maintenant, on a une gamme de réglementations qui va arriver, mais je ne pense pas qu'il y en ait encore à l'horizon. Donc je pense qu'une fois qu'on aura absorbé tout cela, avec un peu de chance, on sera un peu plus calme et on pourra digérer ce qui nous attend. Alors l'objectif du panel d'aujourd'hui, c'est de faire un peu un état des lieux où on en est avec les différentes réglementations, parce qu'il y a eu des évolutions récentes. Donc on va faire le point sur différentes réglementations. Qu'est-ce qui s'est passé très récemment et qu'est-ce qui va se passer très prochainement. Et puis, on va regarder ces différentes réglementations sous un angle un peu différent, parce qu'on parle toujours de toutes les contraintes que ces réglementations apportent. Et moi, j'aimerais creuser un peu avec les panélistes s'ils n'arrivent pas à trouver aussi des opportunités dans toutes ces réglementations, avoir un peu une vue plus positive que ce qu'on a normalement. Donc pour ce faire, on a un panel bien fourni, comme vous voyez, que je vais rapidement vous présenter, et puis on va entrer dans le vif du sujet. Donc tout à ma gauche, maître Alex Schmidt, qui est associé chez Bonnet Schmidt, qui est donc un avocat de la place de Luxembourg, spécialisé, je dirais, dans le droit financier, dans les fonds d'investissement, dans le droit des sociétés, et qui connaît bien aussi ces réglementations. Maître Schmidt est aussi maître de conférences à l'Université de Bruxelles et à l'Université de Luxembourg. Ensuite, juste parce que je les ai dans l'ordre ici, à ma droite, Thierry Flamand, que je n'ai probablement pas besoin de vous présenter du tout, mais quand même, Thierry est associé chez Deloitte, où il est Insurance Leader. Il a plus de 18 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Et contrairement à moi-même et d'autres sur le panel, il n'est pas juriste, mais il est actuaire. Ensuite, nous avons au milieu Christophe Verdure. Christophe est docteur en sciences juridiques. Il est avocat, chargé de cours à l'Université catholique de Louvain et aussi à l'Université de Luxembourg. Il a été référendaire au tribunal de l'Union européenne. Et il est associé fondateur de la Luxembourg School of Insurance. Ensuite, nous avons à ma gauche Marie-Paule Guilaine. Marie-Paule est avocat au barreau de Luxembourg et de Bruxelles. Elle est associée chez DSM Di Stefano Moïse, où elle est responsable du team droit bancaire et des marchés financiers. Et avant d'être avocate, ou avant de redevenir avocate, je devrais plutôt dire, elle a eu une longue carrière dans le secteur bancaire ici à Luxembourg, dans un grand établissement financier. Et puis, il reste au centre Éric Lacoste. Donc, Éric est titulaire d'un LLM en droit européen. Il a travaillé plusieurs années dans un cabinet d'avocats avant de rejoindre le secteur bancaire et notamment le wealth planning. Il a rejoint en 2015 la société suisse BRP Bizzo-Zero et Partners, qui œuvre en matière de conseil et de formation pour tout ce qui concerne la gestion des risques transfrontaliers. Et cette société a ouvert une filiale à Luxembourg récemment et Éric a le plaisir de la diriger. Voilà donc pour vos panélistes et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Avant de nous diriger vers des sujets qui sont très spécifiques à l'assurance, on va juste brièvement parler de certains sujets peut-être un peu annexes et notamment fiscaux. Et je vais demander à maître Alex Schmidt de nous parler de l'échange d'informations, qui est un sujet brûlant pour le secteur financier, mais pour les assureurs aussi.
Et donc, juste très brièvement, nous dire où ça en est et quelles sont les prochaines étapes. Merci. Donc, brièvement, puisque l'échange d'informations, on pourrait parler dessus pendant très très longtemps, parce qu'il n'y a pas un unique instrument d'échange d'informations, mais il y a plusieurs instruments qui se superposent, qui s'entrecoupent, qui parfois ne sont pas coordonnés. Et donc, pour résumer de manière très très schématique, vous avez d'abord, évidemment, les amendements qui ont été apportés à la directive épargne par la loi du 25 novembre 2014, qui donc maintenant prévoit l'échange automatique pour les paiements d'intérêts. Donc ça, c'est une nouvelle donne. Cet échange sera élargi à tous les produits financiers, c'est-à-dire les dividendes, les intérêts, mais aussi les valeurs de rachat et autres produits, avec l'amendement de la directive coopération administrative, qui est donc, je vous rappelle, il y avait une première directive de 2011 sur la coopération administrative entre États membres en matière fiscale, qui, de facto, en fait, excluait tout ce qui était produit d'assurance de nature financière. Eh bien, cela va donc être changé avec l'amendement de cette directive, qui va en fait s'appliquer à partir de 2017, avec couvrant la période d'imposition à compter du 1er janvier 2016. Donc ça, c'est un instrument important qui vient. Et alors, à côté de cet instrument purement communautaire, nous avons également la fameuse norme CRS, qui est donc l'acronyme d'une police spéciale en France. On ne sait pas si l'OCDE a choisi cet acronyme à dessein. Il est vrai qu'en matière fiscale, si on regarde l'exemple de l'Italie, il y a la Guardia delle Finanze, qui est donc en fait un bras de l'administration fiscale qui est uniformé et armé. Mais je crois que ce n'est pas le but. Mais effectivement, donc, au niveau de l'OCDE, a été arrêté donc, le Common Reporting Standard, qui est donc une norme mondiale unique pour rapporter, et qui va donc étendre l'échange d'informations automatique également à tous les produits financiers que j'ai soulignés tout à l'heure. Cette norme est donc déjà d'application, et il faut s'attendre qu'à partir du 1er janvier 2016, donc, il y aura donc un échange d'informations non seulement entre pays européens au sens strict membre de l'Union européenne, mais un certain nombre d'autres juridictions faisant partie de l'OCDE. Et à côté de cela, et j'en finirai par là, nous avons évidemment le fameux FATCA avec les États-Unis, dont le projet de loi a été déposé très récemment et qui, lui, va couvrir déjà donc, les revenus produits en 2014. Il est entendu que pour ce reporting, le IRS, donc l'administration fiscale américaine, a précisé que les 2 premières années, 2014-2015, seraient considérées plutôt comme un testing field et que les gens qui faisaient de bons efforts loyalement, etc., ne risquaient pas de pénalité. Voilà, donc ça c'est in a nutshell où nous en sommes avec l'échange d'informations. Et alors, inutile de dire que, comme il y a ces différents corps, bon, est-ce qu'il y aura des procédures qui finalement vont tendre à s'harmoniser, enfin à se ressembler, ce qui est important au niveau coût, au niveau répétitivité, etc. Il faut le voir, cela n'est pas certain au moment actuel. Merci beaucoup et merci d'avoir couvert aussi le volet FATCA, comme ça nous savons aussi maintenant où on en est pour ceux qui n'étaient pas tout à fait au courant. Donc, un deuxième sujet important est le sujet PRIPS. Matt l'a déjà mentionné. Mais avant de parler de PRIPS, je crois qu'il nous faut parler de MiFID, parce que les deux sont liés. Et donc, j'aimerais renvoyer la balle à Maître Alex Schmidt pour nous dire aussi au niveau de MiFID quelles sont les dernières évolutions et où se situe le secteur des assurances, justement, par rapport à cette
directives qui visent quand même plutôt d'autres volets du secteur financier. Oui, donc excusez-moi, la MiFID 2 donc, va effectivement couvrir en partie des produits d'assurance dans la mesure où c'est des produits qui sont plutôt des produits, enfin, d'après la directive, et puis vous savez que le système des directives, c'est que les États membres ont un choix à faire quand ils transposent la directive, mais l'idée est donc de couvrir les produits d'assurance qui ont un caractère de nouveau financier. Pourquoi ? Parce que l'idée ou la perception au niveau du législateur européen était de dire que voilà, comme c'est des produits essentiellement de nature financière, il faut créer ce qu'on appelle un even level playing field entre les différents secteurs qui offrent des produits d'investissement, les banques, les sociétés de gestion, les sociétés du conseil en investissement, et donc également les compagnies d'assurance. Donc je crois que la démarche en tant que telle, c'est une démarche assez logique. Je pense aussi qu'il faut dédramatiser. Je crois qu'ici à Luxembourg, on a déjà expérimenté beaucoup avec MiFID 1. Donc, ce sont des choses qui, finalement, il y a un know-how sur la place. Ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir. Et donc, je crois qu'on aura l'acquis qui a déjà été pris en la matière. Alors, que veut MiFID ? MiFID veut en fait que le conseiller du client ou le co-contractant du client agisse de manière honnête, loyale, transparente, qu'il évite les conflits d'intérêts, etc. Donc, tous ces principes sont connus, sont testés. Ce que moi je vois comme, je dirais, comme grand problème avec MiFID 2 et également avec MiFID 1, c'est que, et je crois que Matt l'a dit tout à l'heure, et je vais peut-être alors le répéter, je pense que ce qui est important dans cette réglementation protection du consommateur, enfin du consommateur, oui, protection de l'investisseur, je crois que ce qui est vraiment important, ce n'est pas tellement d'écrire des procédures internes, parce qu'alors on écrit des procédures internes qui sont très très bien, qui correspondent, le régulateur regarde ça, à l'heure actuelle la CSM, ils disent voilà c'est magnifique, vos règles sont en place, mais on constate dans la pratique que it's two different things, d'avoir a set of rules et deuxièmement to abide by the rules. Alors je ne dis pas que c'est fait intentionnellement, mais je crois que le front office doit être éduqué pour se familiariser avec ces principes, pour les avoir dans son ADN quand il démarche le client, quand il fidélise le client. Alors, dernière chose, peut-être entrée en vigueur. Donc, entrée en vigueur, si je ne me trompe, attendez, ça c'est parce qu'il y a tellement de dates ici, on commence à y perdre. Donc, l'entrée en vigueur, elle devra être transposée, la MiFID 2, pour le 3 juillet 2016 et l'application, normalement, devrait être à partir du 3 janvier 2017. Très bien. Donc, ces idées de protection du consommateur, de level playing field sur différents secteurs, sont aussi les philosophies qu'on retrouve dans la réglementation PRIPS, qui n'est pas la réglementation préférée des assureurs, j'ose dire. Thierry, tu veux nous en toucher un mot, où ça en est ? Oui, peut-être juste pour revenir sur MiFID 2, en fait, le problème de MiFID 2, quand il s'applique à l'assurance, est à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est la gestion des conflits d'intérêts. Ça, je dirais, ça mange pas de pain. Comme l'a dit mon collègue, c'est quelque chose qui est bien connu. Le vrai souci de MiFID 2, c'est que MiFID 2, en fait, reconnaît la possibilité pour un État membre de mettre en place un système où le système de commissionnement est banni. Et ça, c'est le vrai sujet, en fait. C'est le vrai sujet pour des assureurs cross-border. Parce que pas de réseau de distribution, ça veut dire pas de production. Et souvent, pas de commission égale pas de distribution égale pas de production. Et en fait, le débat qui existait au niveau de la Commission européenne, c'était de voir dans quelle mesure certains pays nordiques, et maintenant des amis plus proches, des pays plus proches, dans quelle mesure, en fait, cette interdiction de payer des commissions n'était pas une infraction ou n'allait pas à l'encontre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.
Et dans MiFID 2, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit non, non. Un État a le droit d'interdire le paiement de commission et la perception de rétrocession. Et donc ça, c'est la mauvaise nouvelle pour nous, luxembourgeois, c'est la mauvaise nouvelle de MiFID 2. Donc c'est quelque chose qui est important parce qu'à un certain moment, on s'est battu pour éviter que ça n'arrive. Et on a perdu. On a perdu. Donc ça, c'est par rapport à MiFID 2. Par rapport à PRIPS, et tout se tient, hein, vous voyez bien que les sujets qui reviennent, c'est toujours conflit d'intérêts, commission, hein, transparence. Hein, on tourne autour de ça. On tourne toujours autour de ça. En fait, ce que nous dit PRIPS, la réglementation PRIPS, comme vous le savez, qui sera applicable, je dis au 1er janvier 2017, en fait c'est 2 ans après la publication du journal officiel, mais en pratique ça fait le 1er janvier 2017. Et donc, où on en est avec PRIPS, c'est une réglementation, donc ce n'est pas une directive. Hein, il n'y aura pas de transposition en droit national. Et nous avons reçu, fin décembre, un premier discussion paper. Donc, comme vous le savez, PRIPS, c'est quoi? C'est une standardisation de l'information précontractuelle, hein, donc un kit, un équivalent du kit pour le monde des fonds, mais destiné pas aux fonds, puisque les fonds sont déjà soumis à un régime similaire, et qui impose à tout assureur, à tout producteur de PRIPS, donc de produits d'assurance basés sur l'assurance, produits d'investissement basés sur l'assurance, qui est sensible aux fluctuations des marchés financiers, et qui oblige aux constructeurs, la traduction française n'est pas très bonne, de présenter préalablement à la vente d'un contrat d'assurance vie une information précontractuelle standardisée, en ayant à l'esprit que c'est une réglementation qui est minimale. Ça n'empêchera pas les pays voisins de demander autre chose. Hein. On peut toujours demander plus, ce n'est pas interdit. Et donc, suite à la publication au journal officiel, c'était en novembre de l'année dernière, il y a eu un premier discussion paper qui a été émis. Et le discussion paper, en fait, présente, une espèce de consultation paper, présente différentes options possibles. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a dans le kit en détail, je vais juste parler des points clés, hein, par rapport à ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple, dans les fiches d'information financière. Évidemment, une information sur les coûts liés au produit, hein, donc ces coûts, donc tous les chargements qui sont liés aux produits d'assurance, mais pas seulement les chargements liés au contrat d'assurance, mais également aux sous-jacents. Donc, contrairement à la fiche d'information financière, où on a essentiellement la couche contractuelle, on n'a pas la couche sous-jacente. Là, sur quelques pages A4, eh bien, il y aura lieu de donner toute la structure des coûts inhérentes au produit, à la souscription et pendant la vie du produit. L'objectif étant la comparabilité. Donc l'idée, c'est que si j'ai un produit multi-support standard, je dois être capable de comparer la structure de coût du produit à un produit d'investissement, un fonds d'investissement acheté en direct, par exemple. Donc il faut toujours avoir à l'esprit cette notion de comparabilité. Donc les coûts, les risques. Alors pour les risques, en fait, contrairement au kit pour les fonds, ce qu'il serait demandé, on est bien dans un discussion paper, on attend les guidelines en fin d'année, c'est que non seulement il y a le risque de marché proprement dit, mais en plus il y a le risque de liquidité et le risque de crédit. Et donc dans ce document, l'assureur va devoir décrire quels sont les risques crédit, marché et liquidité, et d'autres risques par ailleurs qui seraient inhérents au produit. Donc on a des problématiques de coût, on a des problématiques de risque, et on a des problématiques, le troisième niveau de problématique, de performance. C'est-à-dire qu'on doit donner un certain nombre d'informations sur la performance. Donc il y a différentes propositions qui sont sur la table, mais par exemple, il y a une proposition, c'est de la value at risk avec différents niveaux de performance attendus sur un horizon d'1 an. Donc vous voyez, c'est compliqué. Pensez aux produits
à un produit simple qui est un multi-support sur du UCITS, voyez les impacts ou les difficultés opérationnelles pour mettre en œuvre ce genre de kit et pensez un instant à ce que ça va devenir le jour où vous allez avoir en face un fonds d'assurance spécialisé où là, en fait, a priori, vous n'avez aucune information sur ce que le client va faire avec son fonds d'assurance spécialisé. Donc on voit bien que mettre en œuvre un kit dans une phase précontractuelle, voire même pendant la vie du contrat, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On espère qu'on aura fin d'année des guidelines un peu raisonnables. Maintenant, il ne faut pas trop rêver. Les guidelines ne vont pas être faits pour le fonds dédié luxembourgeois. Merci. Je pense que là, on a un peu d'espoir, effectivement. Christophe, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à PRIPS ou est-ce que tu nous parles de IDD? Peut-être un élément positif, c'est qu'on parle effectivement de différentes directives, différents textes. Au moins, il y a un élément qui est constant, c'est qu'on va essayer qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les textes. Et ça, je pense que pour une fois, ça mérite d'être souligné. On nous dit bien, ce que MiFID 2 apporte au secteur de l'assurance, comme ça a été indiqué, c'est surtout une modification de la directive IMD1. On dit attention, quand IMD2 ou IDD, comment on l'appelle, peu importe, va être adopté, on va faire en sorte que ce soit évidemment à l'identique par rapport à ce qui est dans MiFID 2 pour ne pas encore revenir à nouveau, remettre le travail sur le métier. Par rapport à PRIPS, on est un peu dans la même logique. On sait que certains États membres, notamment la Belgique, ont voulu à un moment donné se dire tiens, essayons de mettre en place quelques documents précontractuels qui sont un peu documents type. Mais pour toutes les assurances, vie et non-vie. Pour une fois, deuxième élément positif, cette année je suis plus rassurant que l'an dernier, le législateur belge s'est dit finalement l'Europe avance au niveau de l'assurance vie. Est-il nécessaire d'aller sur l'IARD? La réponse est non. Donc les projets qui ont été développés en groupe de travail au sein d'Assuralia sont pour l'instant gelés, on pourrait presque dire jetés à la poubelle, et c'est une bonne nouvelle. Sur d'autres plans, pour PRIPS, je pense que Thierry a effectivement dit ce qu'il en était, c'est qu'on n'a pas encore mesuré l'impact que ça va avoir. Et il y a un élément qui pour moi est significatif, je dirais, de l'angoisse peut-être qu'on peut avoir, c'est que souvent quand on a une nouvelle réforme, et je peux le parler, je suis avocat également, tous les avocats fondent beaucoup d'espoir, écrivent, les revues juridiques spécialisées en font de grands échos, et à ce stade, actuellement, il n'y a rien. Pas qu'on s'en désintéresse, mais que lorsque l'on lit le règlement et qu'on voit les réelles implications pratiques, ce n'est pas un article qu'il faut faire ou une brève sur un blog, c'est presque un ouvrage complet tellement les ramifications sont très importantes. Et ça, je trouve que c'est un signe où on se dit, prenons le temps de bien digérer et de voir avec troisième niveau d'espoir ce que la Commission donnera dans ses lignes directrices pour être sûr que pour une fois, on ait une interprétation qui soit cohérente par rapport à la manière dont le secteur fonctionne. Alors, tu as parlé de la Belgique, qui est un cas... Un demi-mot. que les assureurs luxembourgeois et les intermédiaires connaissent bien. Marie-Paul, peut-être pour venir justement à la Belgique, où il y a eu des changements importants qui ont lourdement affecté aussi les assureurs en libre prestation en Belgique. Twin Peaks, ça en est où? Ça va où? Qu'est-ce que ça importe vraiment pour les acteurs luxembourgeois? Oui, effectivement, il y a eu très récemment en Belgique des développements que les assureurs luxembourgeois ont suivis avec beaucoup d'intérêt, je dirais peut-être même un peu d'inquiétude, parce que en fait la réglementation belge, comme c'est lui d'ailleurs assez habituel, amène un régime de protection très extensif et très approfondi des investisseurs belges. Et ce régime s'applique chaque fois que les preneurs d'assurance sont des résidents belges, peu importe que l'entreprise d'assurance soit établie en Belgique ou ailleurs, et ils viennent travailler en Belgique en LPS. Alors, quels sont ces changements? Il y a eu d'abord l'introduction des règles de conduite de la protection des investisseurs. En fait, c'était l'apport ou l'introduction des règles MiFID dans le secteur des assurances. Et cela s'est passé par une loi du 30 juillet 2013 qui, suivant son intitulé, vise à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers, ainsi que les compétences de l'autorité des services et marchés financiers, en l'occurrence la FESMA, c'est le nom du régulateur belge. Les deuxièmes règles dont je vous parlerai aussi, les règles nouvelles qui ont été introduites en 2014,
vise les assurances vie liées à des fonds d'investissement, donc ce qu'on appelle les assurances branche 23, que vous connaissez bien évidemment. Cette loi a introduit des limitations des actifs exigibles, également applicables aux assureurs étrangers agissant à LPS, et fortement discutée d'ailleurs. Alors parlons d'abord de la loi qui introduit les règles MiFID. Depuis donc, le 30 avril 2014, les règles MiFID sont étendues au secteur des assurances. Différents arrêtés royaux sont venus préciser le champ d'application de ces règles et la façon dont il fallait les appliquer. Mais un instrument important est la circulaire de la FESMA du 16 avril 2014, qui est venue détailler de façon très pratique les volets principaux de la réforme. Alors, je ne vais pas les passer en détail en revue parce que nous en manquons un peu de temps, mais je vous dirai que les considérations générales de cette circulaire, c'est que son champ d'application, d'abord, c'est qu'elle vise les entreprises d'assurance de droit belge ou d'un pays non européen, non espace économique européen, et les règles qui sont qualifiées d'intérêt général de protection de l'investisseur indirectement s'appliquent aussi aux assureurs étrangers travaillant en LPS. Alors, la loi et la circulaire précisent que la règle fondamentale de MiFID est introduite et donc applicable aux assurances. Il s'agit du devoir général de diligence qui consiste à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle et qui servent au mieux les intérêts du preneur d'assurance. Il y a différentes dispositions sur les informations des clients, informations qui doivent être préalables, suffisantes, correctes, claires et non transparentes. Nous connaissons ça dans le secteur financier, nous connaissons par cœur. Les informations précontractuelles obligatoires dont nous avons parlé tout à l'heure, Karine a parlé tout à l'heure. Tout le chapitre sur les devoirs de diligence, en fait, c'est la notion assez importante, enfin très importante dans MiFID, l'obligation de s'informer sur la situation du client, sur ses objectifs financiers et sur sa situation à lui, et donc donner une réponse, un conseil, proposer des contrats qui soient appropriés, adéquats par rapport aux besoins du client. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de suitability. Il y a des tests ailleurs de suitability qui sont faits. Et d'appropriateness, c'est le jargon que les banquiers connaissent par cœur et auquel les assureurs doivent maintenant se familiariser, malheureusement pour eux. Alors il y a les règles visant à éviter ou à gérer les conflits d'intérêts. Là, comme disait Maître Schmitt, ça fera beaucoup de procédures internes à rédiger, mais il faudra aussi assurer des bons réflexes aux commerciaux et aux gestionnaires internes. Une règle fondamentale, c'est celle des rémunérations. C'est le fameux sujet des inducements dont on vient de parler encore à l'instant. Dans la loi belge, en tout cas, les rémunérations, on distingue 3 sortes de rémunérations. La circulaire FESMA est très claire là-dessus. Les rémunérations qui sont payées par le client lui-même ou pour son compte ne posent pas de problème. Les rémunérations qui sont payées à des tiers, mais qu'on appelle des proper fees, qui sont des frais juridiques, des frais de réassurance, qui sont logiquement payés par l'assurance, mais pour l'intérêt du client. Et puis, il y a toutes les autres rémunérations qui sont payées à des tiers et qu'on qualifie d'inducements. Ces inducements, ce sont des commissions, des rétrocommissions, rétrocessions à des tiers qui ne sont pas entièrement bannies, bien qu'il semble que ça nous menace d'une certaine façon avec la nouvelle directive. Mais actuellement, en Belgique, elles ne sont pas encore entièrement bannies, ni au Luxembourg d'ailleurs, à certaines conditions. Donc il faut que le client soit informé au préalable de l'existence de ces commissions ou de ces rétrocessions. Il faut que ces rétrocessions améliorent la qualité du service fourni et qu'elles ne nuisent pas à l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client. Voilà. Le reste des dispositions concernent les comptes rendus aux clients, qui doivent notamment informer le client des coûts de son contrat, la conservation des données, un élément très important et qui est maintenant très étendu dans le temps, et un certain nombre de sanctions civiles. Voilà pour la réforme qui vise à introduire les règles MiFID dans le droit belge. La loi
à préciser, je vous le répète, que ce sont des règles d'application générale. Elles sont considérées comme des dispositions d'application d'intérêt général, pardon, et donc s'appliquent aussi aux étrangers qui viennent agir en LPS en Belgique. C'est la règle des lois de police, en fait. Voilà. Alors, la deuxième réforme législative belge est celle de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Je vais être plus brève là-dessus. D'accord, très rapidement. Il s'agit donc d'une refonte de la loi sur les assurances. Je vous passe les détails, mais ils permettent notamment de transposer en droit belge les dispositions relatives aux consommateurs de la directive Solvabilité 2. L'élément essentiel qui nous intéresse ici, ce sont les dispositions qui concernent les assurances vie liées à des fonds d'investissement, branche 23, et plus particulièrement la limitation qui a été apportée par la loi aux actifs éligibles, donc les types d'actifs aux valeurs de référence auxquelles les prestations dues en vertu des contrats d'assurance peuvent être liées. Dorénavant, il faut que si le preneur d'assurance est un client de détail, les prestations d'assurance ne peuvent être liées qu'à certains OPC, notamment des OPC VM de droit belge ou des OPC VM public de droit belge, des valeurs, en bref, il faut qu'il s'agisse de valeurs mobilières et actifs financiers qui soient liquides, de type admis ou négociés sur un marché réglementé ou un marché secondaire de l'espace économique européen, et dans certaines limites d'autres parts d'OPC-VM réglementées par la directive de 2009. Donc vous voyez, ces restrictions vont évidemment impacter très fort les assureurs luxembourgeois qui commercialisaient les assurances vie avec des fonds dédiés, avec une grande flexibilité sur les investissements, concernant les investissements de ces fonds. Dans le marché belge maintenant, ils vont être obligés de revoir leur copie, si je puis dire, et de se limiter. Alors, cela a été fortement critiqué parce que cette loi, en réalité, ces règles sur les restrictions à la politique d'investissement relèvent du contrôle prudentiel et donc du home country control de l'assureur. Donc, il n'est pas normal que, ou en tout cas, elle a été jugée abusif que la Belgique impose à des assureurs étrangers des règles qui relèvent du home country control, donc du commissariat aux assurances luxembourgeois. Un recours a été introduit, mais je ne vais pas m'étendre parce que c'est Christophe qui pourra vous en parler, qui pourra vous dire ce qui s'est passé. Mais donc il y a eu un recours sur la contestation de la légalité de cette loi qui a été introduit devant la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe. Et évidemment, ce sera très intéressant de voir ce qu'il en advient. Et donc, en résumé, sous réserve de l'issue de ce recours, on peut conclure actuellement que les assurances vie liées à un fonds dédié luxembourgeois pourront toujours être distribuées en Belgique, pour autant que le fonds dédié respecte les limites d'investissement fixées par la loi. Ainsi, la commercialisation des nouvelles assurances vie liées à des fonds dédiés sans limite d'investissement, ne respectant pas les limites d'investissement, n'est plus possible depuis l'entrée en vigueur de la loi le 1er juillet 2014. Alors, Voilà. on va peut-être passer à Christophe pour nous dire où en est ce recours. Alors, très rapidement, c'est qu'on a plusieurs recours actuellement pendant devant un cours constitutionnel. Le premier, c'est contre la réforme Twin Peaks. Donc cette réforme qui n'est même pas encore totalement aboutie, précisons-le, vu qu'on attend encore des règlements de la FSMA, pour vraiment préciser au maximum ce qu'on attend d'elle, et toujours avec une épée de Damoclès depuis maintenant plus d'un an. Petit élément positif, je décide aujourd'hui d'être presque en mode printanier, c'est que l'accord de gouvernement dit clairement que les lacunes de la réglementation, qui visent notamment la protection des consommateurs de services financiers, seront corrigées. Donc le gouvernement est conscient que cette réforme pose problème et qu'a priori, il conviendrait de la modifier. La modifier par rapport à quoi ? Je fais le lien pour gagner du temps sur le timing, avec IMD2 tout simplement, vu que la Belgique a évidemment anticipé les règles qu'on va trouver dans IMD2 ou IDD, et la question qui se posera, c'est n'est-on pas allé trop loin ? Et si on est allé trop loin, souhaitons être encore le seul État membre, au regard des 27 États membres, à être celui qui est trop loin. Et ça, je ne suis pas convaincu qu'à terme, la Belgique se rendra compte que c'est possible. Et pour ceux qui vendent éventuellement les produits du côté de la Belgique, sachons que la FSMA a commencé les contrôles. Il y avait ce principe de proportionnalité où elle avait estimé qu'il va donner un petit peu de temps. On est presque un an après l'entrée en vigueur de la réforme, les contrôles commencent de manière, pour une fois, intelligente, à savoir on ne va pas aller chez l'agent, le courtier ou le PCP, mais on va voir simplement au niveau des compagnies en leur demandant
qu'avez-vous mis en œuvre concrètement? Sur cette loi du 4 avril, effectivement, la question qui s'est posée, c'est comment est-ce que la Belgique et les législateurs belges a pu adopter cette réforme qui limite tout simplement les investissements, alors que, pour la petite histoire, le Conseil d'État lui-même, dans sa section législation, avait dit « Je crois que vous avez omis un principe essentiel du droit européen qui est la libre circulation des capitaux ». Donc, on était prévenus, le législateur a néanmoins foncé, c'était l'ancien gouvernement. Donc, j'ai espoir que les lacunes soient également modifiées, le cas échéant, ce qui pourrait apporter un peu de baume au cœur prochainement. IMD, tant que j'y suis. Oui, tant que tu y es, rapidement pour nous dire juste où ça en est Alors, et les prochaines étapes. IMD2 ou IDD, bon, je dis toujours un peu les deux noms, ne sachant pas celui que l'on préfère, même si on va aller sur IDD, bien évidemment. Je crois que les éléments s'enchaînent et deviennent de plus en plus concrets, à savoir que la présidence italienne en avait fait vraiment une priorité au précédent semestre, et on a eu des positions du Conseil qui ont été quand même assez nombreuses. On a essayé de trouver des compromis. On est passé de 3 à 7 compromis en moins de 2 mois. Actuellement, le dernier texte date de décembre. Il semble y avoir un accord global. Donc, avec un peu d'espoir, et tout le monde semble concorder, ça devrait pouvoir être, en tout cas, validé par le Parlement très prochainement. En tout état de cause, il y a peut-être une certitude que j'ai, c'est que même si on attend encore quelques semaines ou quelques mois, on n'est plus à ça près, ça fait juste depuis 2010 qu'on nous annonce la modification de la directive. Et deuxièmement, je pense que la date d'entrée en vigueur ne changera pas. Ce sera 2017 pour être en concordance avec MiFID II, avec PRIPS, pour que au 3 janvier 2017, on soit totalement assommé. En attendant autre chose, ou pas. Ou pas. Mais jusque-là, merci beaucoup. Jusque-là, on aura une autre nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2016, que nous connaissons tous entre-temps, Solvency II. Donc, Thierry, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à Solvency II? Parce qu'on ne peut pas faire un point sur les nouvelles réglementations sans parler de Solvency II quand même. Non, et puis là, j'ai une entrée en matière qui est les restrictions d'investissement. Hein. Comme vous le savez, Solvabilité 2 sera en vigueur au 1er janvier 2016. Que la restriction d'investissement ultime qu'un régulateur national peut imposer à son marché est justement les règles d'investissement qui sont les règles d'investissement de UCITS 4. Donc c'est le point ultime. Demain, tous les régulateurs luxembourgeois ne pourront pas imposer quelque chose de plus restrictif que ce que nous avons en réalité dans UCITS 4. 1er janvier 2016, donc il reste très peu de temps, comme le disait Fernand tout à l'heure, pour être plus ou moins au point. Il y a encore de gros sujets pour l'instant au niveau du reporting, puisque en principe, le IOPA devrait recevoir les reportings, mais malheureusement, le IOPA n'a plus de moyens pour recevoir les reportings et pour mettre en place les circuits informatiques qui s'imposent. Au-delà de ça, je dirais que les assureurs et les groupes sont au travail. Pour ceux qui ont suivi récemment, il y a des consultation papers qui continuent à sortir, notamment sur les échanges d'informations concernant les assureurs entre régulateurs. Donc on n'est plus à un niveau régulateur national, régulateur européen, mais on est entre régulateurs nationaux qui participent à un collège, donc à une supervision groupe. Donc il y a un certain nombre de documents qui circulent. Il y a un second consultation paper sur tout ce qui est fonds d'infrastructure. Vous savez que l'exigence en capital est liée au risque supposé des sous-jacents, et les fonds d'infrastructure, qui est considéré par la Commission européenne comme un axe de développement pour l'Europe, en fait sont fortement impactés par les exigences de solvabilité. Et donc, il y a des discussions pour l'instant, donc un consultation paper, pour voir dans quelle mesure on pourrait essayer de mieux préciser ce que c'est un fonds d'infrastructure et de voir dans quelle mesure on devrait le frapper d'une charge en capital moindre de ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, il y a encore pas mal de choses qui sont sur la table. Maintenant, le IOPA et la Commission ont une arme de destruction massive, hein, ce sont les actes délégués. Et donc, on va voir arriver des réglementations toutes cuites, ne passant plus par une transposition dans le droit national. Pour ceux qui ont suivi le projet pour le niveau 1 de la directive Solva 2
a été maintenant déposé à la Chambre des députés. Donc, on attend incessamment sous peu le niveau 1. Bon, le niveau 1, c'est la brique de départ. On aura le niveau 2, on aura le niveau 3 et ainsi de suite. Mais le niveau 1 passera par le droit national. Ensuite, on va passer directement par réglementation. Et on va voir ce que nos amis de la Commission et du IOPA vont nous sortir dans les mois qui viennent. Et l'intention au niveau luxembourgeois, apparemment, serait de faire adopter la loi avant les vacances d'été. Donc on verra si ça se fera, mais normalement, c'est l'intention qui a été déclarée. Alors qu'en principe, ça devait être transposé avant le 1er avril. Hein. Oui, tout à fait. Donc on est déjà en retard. Tout à fait. Voilà, on va ensuite se tourner un peu, là on a parlé des réglementations européennes surtout, on va se tourner un peu en dehors des frontières européennes et demander à Éric Lacoste de nous dresser un rapide, s'il vous plaît, tableau de la manière dont les assureurs, et souvent avec des banquiers avec qui ils coopèrent, donc qui sont des établissements européens, peuvent appréhender, peuvent interagir sur des marchés en dehors de l'Union européenne. Parce que vous accompagnez ces acteurs dans ces démarches-là. Et quels sont les points d'attention particuliers ? Tout à fait. Alors, moi, j'ai à la fois élargir, donc effectivement, ne pas être strictement européen ou américain ou autre, et me recentrer sur l'entreprise, sur la société. Et donc, de la manière que doit avoir une société, que les sociétés ont, mais qu'il faut certainement améliorer vu toutes les réglementations qui sortent à marche forcée. Donc, quelle est l'attitude, quel est le comportement, on parlait de comportement, quel est l'encadrement que doivent avoir les différents acteurs sur le terrain, les fronts qui vont aller discuter des contrats d'assurance. Je vais prendre une position générique qui est comment on aborde un marché, un pays, une zone. Donc la première démarche qui nous semble intéressante et sur laquelle il faut faire très attention. En effet, il y a plusieurs couches de réglementation. Alors, moi, je n'ai pas rentré du tout dans les détails des réglementations, mais vous avez une réglementation de base qui existe dans tous les pays, qui s'applique plus ou moins au secteur de l'assurance, qui est la réglementation tout simplement des règles générales du Code du commerce, qui peuvent s'appliquer à un contrat d'assurance, à la manière dont on va travailler les règles juridiques qui est en cas de l'activité commerciale. Il peut y avoir des règles propres, réglementation cross-border. Typiquement en Europe, c'est le passeport européen. Deuxième couche. Troisième couche, réglementation propre à l'assurance, évidemment, mais aussi protection de l'investisseur. On l'a vu au niveau européen, un certain nombre de règles, et on parlait ce matin aussi de la Suisse, vont s'appliquer indifféremment au secteur financier, à la banque et à l'assurance. Troisième niveau. Quatrième niveau, en général, on est sensible en Europe, mais dans d'autres pays, il y a des règles également, c'est la protection du consommateur. Typiquement, le démarchage. C'est une des règles principales. Il y a un niveau encore supplémentaire. Donc, l'objet, c'est de passer en revue ces différents niveaux quand on aborde un pays. C'est un niveau dont on n'a pas parlé, mais qui peut poser problème en dehors de l'Europe, c'est le contrôle d'échange. Parce que vous allez avoir un client, le but souvent, c'est que le client transfère son argent dans votre pays, à Luxembourg par exemple, sur un compte en banque à Luxembourg. Il y a des pays où c'est impossible sans autorisation, soit totalement impossible, soit il faut avoir une autorisation préalable. On continue. L'aspect fiscal. Alors, il y a l'aspect fiscal du produit proprement dit, mais aussi l'aspect fiscal lié à l'activité que vous allez avoir dans le pays. Je m'explique. Votre présence dans un pays peut générer la création d'un établissement stable et donc d'une taxation
de votre activité dans ce pays. Dernière chose, on n'en a pas parlé, mais ça s'applique aux assurances, hein, c'est la couche AML. Vous devez respecter les règles AML à Luxembourg, c'est évident. À l'étranger, ça peut poser aussi problème. Je citerai un exemple, alors je reviens en Europe, mais parce que c'est un exemple que je connais particulièrement. En Espagne, alors c'était le secteur financier, mais l'assurance peut avoir le même souci. Un établissement qui bénéficie du passeport européen, donc on peut avoir une matière équivalente en assurance. Établissement qui s'est vu imposer du fait de la réglementation espagnole de communiquer ses soupçons sur un client. Il y a eu un recours devant la Cour de justice qui a validé cette législation. Ces différentes couches, voilà, on passe à travers ces différentes couches, pour nous c'est essentiel. Alors le secteur financier est peut-être un peu plus habitué à ce type de travail, mais l'objet, c'est effectivement aussi de déterminer des opportunités et des stratégies. Effectivement, on a l'habitude de l'Europe et peut-être de quelques zones qu'on détermine, mais ceci permet après de savoir, dans un certain nombre de pays, quel comportement avoir. Quel comportement qui va du simple contact, hein, avec un prospect éventuel, à la remise de documentation, à la négociation de documentation, à la signature de la documentation. Pour tout ceci, il est important selon nous, et je pense que le législateur, enfin le régulateur, le superviseur des pays est de plus en plus sensible à ce que l'activité des gens sur place, des compagnies d'assurance, soit accompagnée, savoir dans quel cas, dans quel pays, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Ceci posé, il y a des règles aussi, alors je ne peux pas détailler les pays, mais un peu génériques. Comme vous savez, le secteur de l'assurance est très réglementé. La plupart des pays, quasi la totalité des pays, vous devez être agréé. Vous devez être autorisé pour proposer activement les produits d'assurance. Ceci étant dit, il n'est pas exclu d'avoir des contacts avec des personnes. Je vais prendre une perspective un peu particulière peut-être pour vous, mais de relation entre la banque et un assureur. En sachant que la plupart des assurances travaillent avec des banques et il y a un échange de services, me permettrait. Et donc, vous pouvez être amené, et les banques sont actives sur le marché, à travailler. Est-ce que les banques, qui vont plus facilement peut-être dans le marché européen et de manière active, aillent dans ces marchés-là? Et donc, d'avoir des opportunités de travailler avec eux, parce qu'eux vont aussi discuter de ces produits à l'étranger. Évidemment, la limite, comme pour vous et comme pour eux, sera que l'activité d'assurance devra être qualifiée, non pas être exercée dans le pays du prospect, mais à Luxembourg, si vous n'êtes pas agréé. Autre problème qui se peut se poser, la banque réfère à une compagnie d'assurance, mais est-ce que même le banquier peut référer à une compagnie d'assurance qui n'est peut-être pas agréée dans ce pays? Voilà quelques exemples à regarder, mais qui sont intéressants parce que certaines zones sont moins protectrices vis-à-vis de gens qui résident mais qui ne sont pas nationaux, par exemple, au Moyen-Orient, qui peut être moins protectionniste aussi par rapport à la qualification du client. Je vous donne alors à nouveau un exemple européen parce que c'est caractéristique, c'est le Royaume-Uni, où vous avez des règles extrêmement protectrices, mais avec 2 pages d'exemption en fonction de la qualité de l'investisseur. Ceci s'applique au domaine des assurances. Vous ne pouvez pas faire de promotion en général, mais là aussi, ça dépend de la qualité
du client, enfin du prospect éventuel. Donc beaucoup d'opportunités. Que des opportunités, mais effectivement avec la nécessité non seulement de faire des procédures, on en parlait, évidemment indispensable, mais aussi d'avoir des manuels de comportement pour accompagner les personnes qui vont sur le terrain, parce que les conséquences peuvent être très importantes. Je citerai un dernier exemple oui, pour parce clôturer. Qu'il faudrait vraiment qu'on passe. Pardon, qui n'est pas un exemple assurance, mais juste pour vous situer le problème. En Indonésie, je ne sais pas s'il y a des assureurs qui y vont, mais il y a une loi qui date de 2009 qui oblige que tous les contrats soient rédigés en langue indonésienne. Jusqu'à maintenant, pas de sanctions, enfin bon, voilà, c'était une règle. Il y a eu des sanctions. Contrat annulé. Dit contrat annulé, dit peut-être conséquences financières derrière, perte ou gain sur les portefeuilles, etc., qui seront à la charge de la société. Voilà, dernier exemple pour expliquer la nécessité vraiment d'aller dans le détail et de donner des règles de comportement. Merci beaucoup. J'aimerais, juste avant qu'on passe au repas, donner 30 secondes à Maître Schmitt, Christophe Verdure et Marie-Paul Guillen, l'occasion, mais 30 secondes chacun, de nous donner une opportunité que vous voyez dans ces réglementations. Et si vous n'en voyez pas, vous n'en dites pas, mais 30 secondes chacun. Maître Schmitt, vous voulez commencer? Non. Non, d'accord. Christophe. Non. Très positif. Non, très positif. Christophe, une opportunité Christophe, en 30 voilà, secondes. c'est Christophe qui fait le beau temps aujourd'hui. Une opportunité, c'est revoir la manière dont simplement le business model est créé. On parle de l'interdiction des commissions. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de passer à l'honoraire et de repenser une relation client, par exemple? Merci beaucoup. 14 secondes. Super. Il en reste 15. Allez-y. Concernant les limitations des actifs, la seule opportunité, c'est de voir l'issue du recours. Micro. Voilà. Concernant la limitation des actifs liés au fonds d'investissement dédié, il y a le recours devant la Cour constitutionnelle, ça c'est une opportunité. Et pour le reste, entre-temps, les fonds d'investissement dédiés luxembourgeois, pourvu qu'ils respectent les règles, restent quand même un beau produit, un produit très souple. Je crois que ça a une valeur en soi. Voilà. Merci beaucoup. J'espère qu'on a pu dresser un peu le tableau du tsunami réglementaire qui nous attend, qui n'est pas encore tout à fait arrivé, mais qui va nous arriver entre maintenant et, je dirais, 2017. Donc, merci beaucoup à tous les participants au panel.